bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume pour présenter un nouveau livre pour un nouveau mois et dans un nouveau décor parce que je me suis aménagé un petit bureau, un petit studio. Et le livre du mois, c'est lui, c'est Au Mal 1. Alors Au Mal 1, ce n'est pas un livre normal, c'est en fait deux livres en un, c'est une réédition. C'est une intégrale, elle se suit par Au Mal 2 et quand on assemble les deux, paf, on a un décor. Trop bien. Mais j'ai pas eu le temps de lire Au Mal 2 parce que celui-là il fait déjà 1100 pages. Et alors, dans ce livre, on a donc deux histoires. La première c'est Au Mal et la deuxième c'est les conquérants d'Aumale, tout simplement. Alors, petit spoiler, le décor qu'on voit là, a priori, ça correspond à l'histoire des conquérants d'Aumale. Donc là, on a une petite locomotive nucléaire, là on a des nefs, là on a une pyramide. Normalement, si j'ai bien lu l'histoire, elle est plutôt censée être noire que ocre, mais globalement, je vais parler de l'histoire qui est représentée sur la couverture. Autre spécificité, en dehors d'être une réédition, d'être une intégrale, c'est aussi une démonstration dans le genre des BDO. Alors BDO pour Big Dump Object. En français, on pourrait dire gros objet stupide. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est objet stupidement gros. Donc, de la science-fiction, au moins un objet, plein d'objets stupidement gros dans cette histoire. Et avant de rentrer dans le détail, avant d'expliquer pourquoi c'est un exemple en termes de BDO, nous allons commencer, comme d'habitude, par présenter l'auteur. Et l'auteur, c'est Laurent Jeunefort. Et comme son nom l'indique, Laurent Jeunefort est français. Il est même montreuillois, donc ce que les Parisiens appelleraient un montreuillois, ce que l'intégralité de la France et du monde appellerait un Parisien. Donc Laurent Jeunefort, montreuillois, né en 68, dès l'âge de 12 ans dans les années 80. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit des livres, il lit de la SF, il lit du space opéra, du planet opéra, et ça va lui servir, hein, mine de rien. Il se plonge là-dedans, et c'est pour lui une voie toute tracée en tant qu'auteur, parce que Laurent Jeunefort va devenir un spécialiste. C'est quelqu'un qui est capable de décrire un univers entier, qui est capable de décrire des espèces, il fait de la xénobiologie, clairement. Il décrit des technologies, il décrit des nouvelles approches, il décrit des approches religieuses, il décrit tout. Il crée en fait une société, il crée un monde, une société, des races, à partir de son imagination. Parce que Laurent Jeunefort, c'est un peu une démonstration de créativité. Tu penses être créatif, c'est parce que tu n'as pas encore lu ce qu'il a pu écrire. Face à son talent, face à son cerveau, tu te rends compte que finalement, t'es peut-être pas si créatif que ça. Et en plus de ça, sa créativité, elle est reconnue, parce qu'en 2020, donc l'an dernier, la période où on était tous enfermés chez nous, lui, il était enfermé chez lui aussi, mais il a été recruté par le ministère des Armées pour faire partie de la Red Team. Alors, la Red Team, peut-être tu connais le concept, c'est un peu inspiré des Américains. Les Américains, ils sont en avance sur plein de choses. Là, globalement, c'est trouver donc une Red Team, et normalement t'as une Blue Team, mais c'est de trouver des gens, des cerveaux, qui vont pouvoir soit réfléchir à mettre en danger, à trouver des faiblesses, des failles, comment attaquer un système, un pays, et l'autre équipe va devoir essayer de trouver des solutions sur comment faire pour contrer ces menaces, contrer ces attaques, contrer ce futur que l'on ne veut pas. Voilà. Et Laurent Jeunefort donc, a été recruté pour ça, pour réfléchir, c'est un gros cerveau, parce qu'en tant qu'auteur de SF, avec d'autres auteurs de SF, il était super bien pour réfléchir, parce qu'il pense bien les sociétés, pense bien les problématiques, et globalement, tellement intelligent qu'on pense qu'il est capable de prévoir un peu finalement l'avenir, et aussi de sauver et de protéger l'intégrité de la France au futur, et aussi de ses points stratégiques, tels la Guyane. Je vous le conseille d'aller voir un petit tour sur Red Team, où ils expliquent quels étaient les scénarios qui ont été pensés cette année, et un d'entre eux concerne la Guyane, c'est pour ça que je dis la France en général, les points stratégiques tels que Kourou. Mais alors, qu'est-ce que Au Mal? Alors, on pourrait dire Au Mal 1 pour parler de ce livre que j'ai lu,
et Omal 2 pour parler de ce livre que je n'ai pas encore lu, mais je vais parler d'Omal en général. Avant de présenter les histoires, je vais présenter le monde, et surtout expliquer enfin pourquoi c'est un exemple de BDO, d'objet stupidement gros. Eh bien, l'objet vraiment stupidement gros, ce n'est pas les nefs qu'on peut voir ici qui font parfois quelques kilomètres de long. Non, non. En fait, Omal, la planète, Omal elle-même, est l'objet stupidement gros. Ce Omal, c'est une planète, c'est un univers à part entière. Et si je te parle de Freeman G. Dyson, peut-être que tu as compris où je veux en venir, parce que Freeman G. Dyson, c'est un physicien, c'est un auteur, mais c'est surtout le créateur, dans les années 80, du concept de sphère de Dyson. Comment c'est constitué? C'est une sphère qui a un rayon de 1 unité astronomique. Donc globalement, la distance, enfin dans notre cas, dans Omal, après elle peut être potentiellement plus grande, mais la sphère comme elle a été imaginée, c'est un rayon de 1 UA, donc c'est 1 unité astronomique. La distance Terre-Soleil, à peu près 150 millions de kilomètres. Voilà. Une sphère de 150 millions de kilomètres de rayon, donc qui englobe un soleil, une étoile. Dans le cas du livre, cette étoile s'appelle Héliale. Il y a aussi 2 petites planètes qui sont captives au sein de cette sphère. Dans notre cas, ça serait plutôt Vénus et Mercure. Évidemment, c'est pas dans notre cas, on n'est pas dans notre système solaire, mais si c'était notre système solaire, on aurait Vénus et Mercure. Et là, on a un équivalent, je me souviens plus des noms, mais c'est ces 2 planètes qui sont au sein, enfermées dans la sphère. Et cette sphère, elle est constituée donc d'un matériau fictif particulièrement résistant, parce qu'il doit être capable de maintenir son intégrité, qui s'appelle le Karm, hein, 4 mètres d'épaisseur. Et à l'intérieur, on a la chance d'avoir une petite gravité qui est artificielle, hein, parce que c'est pas de la gravité, l'attraction d'un corps par un autre, c'est la force centrifuge du fait que la sphère entière tourne autour d'Héliale à une vitesse de 12 tours par 24 heures. Par jour, parce que en fait, même si on a nos petits soleils au centre de notre sphère, et donc il est toujours au zénith, eh bien il y a quand même un cycle jour-nuit qui est généré par une sorte de nappe de cristaux dans l'haute atmosphère, qui fait qu'en fait il s'opacifie toutes les 12 heures, pendant 12 heures. C'est un cycle jour-nuit, mais sans coucher de soleil, malheureusement, donc beaucoup moins de romantisme dans cet univers. Et évidemment, cette sphère n'est pas une génération spontanée, on s'imagine pas que l'univers, tout d'un coup, décidant de contrer les lois de la gravité, aurait généré ce type de structure tout seul. C'est créé par une race qu'on appelle Ré dans le livre, ou Re, je ne sais pas, REH. Et cette race s'appelle les Vanks, qui, a priori, 100 000 ans plus tôt, ont créé la sphère, ont créé Omal. Et ils se sont dit, bon, on a créé des espaces de vie à l'intérieur, donc on va appeler des grandes aires. Et ces grandes aires, en fait, c'est des minéraux, de la flotte, de quoi vivre, bref. C'est habitable, il y a une atmosphère. C'est séparé par des centaines de millions de kilomètres, ou des millions de kilomètres au minimum, entre grandes aires pour être sûr qu'elles soient bien isolées, parce que du carbonu, a priori, tu peux rien en faire. Et 15 000 ans. Il y a 15 000 ans, qu'est-ce qu'ils font les Vanks? Paf, ils amènent du monde. Et comment font-ils pour amener du monde? Eh bien, il faut savoir qu'ils ont une autre technologie où ils sont un peu pointus, c'est qu'ils ont créé en gros des portes des étoiles. C'est eux qui permettent de se déplacer tranquillement dans la galaxie pour les espèces, les raies qui y vivent. Et il y a 15 000 ans, petite blagounette, qui redirige toutes les portes vers Omal, et du coup, pas mal de monde qui se trouve avec son vaisseau spatial bloqué là, quoi. Et dans le cas des histoires que j'ai lues, et de celle-là aussi, on s'intéresse en particulier à une unique grande aire. Donc une unique grande aire, et de quelle est sa surface finalement, dans quelle dimension sommes-nous? C'est nous ne nous intéressons pas à Omal dans son ensemble, mais à Omal pour les gens dans notre histoire. Eh bien, c'est environ 550 Gaïa occupés. Donc,
Une Gaïa, c'est la surface de la Terre, en fait. Donc ils ont 550 fois la Terre où il y a des gens qui vivent. Et on estime, selon nos destinations, on dirait que, en gros, la grandeur qui nous intéresse, elle ferait 10 000 Gaïa, donc 10 000 fois la planète Terre. Donc globalement, ils ont un peu de place. Alors, est-ce que le fait d'avoir une place quasi infinie, est-ce que le fait de ne pas avoir de monde à observer, à ne pas pouvoir observer d'étoiles, le fait de voir un monde plat, parce que bon, globalement, avec ces surfaces-là, ton horizon, il est plat, hein. Même tu as une montagne au bout, tu ne vois pas, elle est plate. Tout est plat. Et bien, technologiquement, ils sont avec des vaisseaux spatiaux, et au bout du compte, ils sont pas hyper développés. C'est pas la grande folie, ils sont pas hyper développés, bref, ils vivent dans leur truc, c'est un peu revenu à la paysannerie, quelques technologies. Bon, c'est aussi lié au fait qu'ils ont très peu de métaux, et globalement, bon, la technologie a régressé, mais ils sont beaucoup plus nombreux, ils vivent là depuis à peu près 15 000 ans, eux ils sont persuadés que ça fait beaucoup moins de temps, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et cette terre, elle est occupée par des humains, hein, c'est parce que c'est quand même vachement plus sympa et plus simple de se projeter si on se dit qu'on s'intéresse à des humains, mais pas seulement des humains, parce que je l'ai précisé, on a des raies différentes. Et du coup, qui est-ce qu'il y a d'autres comme espèces intelligentes, comme civilisation, comme culture sur la surface de la grandeur en question? Eh bien, on a en premier lieu les Chill. Les Chill. Et les Chill, qu'est-ce que c'est? Eh ben, les Chill, déjà, c'est les grands concurrents de l'humain. Hein. C'est-à-dire qu'on a 550 planètes occupées, on a 550 fois la Terre pour batifoler, et on n'a pas une technologie qui permet de se déplacer assez vite, mais on arrive quand même à se taper sur la gueule. Hein. Voilà, vous comprenez l'idée. Surtout qu'on compte qu'on en a 9450 de plus sur les côtés, de planètes, de surface de la Terre occupable. Donc globalement, il n'est pas forcément nécessaire de se taper sur la gueule. Mais avec les humains, les Chill, on a deux caractères forts. C'est un peu un conflit. Alors le Chill, c'est compliqué quand c'est décrit dans le livre, donc moi, la vision où j'en ai eu tout le livre quand je le pensais, c'est une sorte de fourmi, mais anthropomorphe. Donc t'imagines une sorte de gaillard là, avec une tête de fourmi, un peu baraque de 1m50, hyper intelligent, qui est prêt un peu à te péter la gueule, ce qui explique que lui, sur les 550, ben, il occupe 300 gaillards là. Donc ça, ils sont intelligents, ils sont forts, ils sont malins, ils sont rusés. C'est en plus eux qui ont la technologie qui est restée la plus développée. Parce qu'ils ont encore des sortes d'ordinateurs, donc des 2D, hein, c'est des cristaux à 12 faces, et dedans, c'est un ordinateur. Et c'est eux qui maîtrisent encore le ciel, parce que les fameuses nefs qu'on voit ici, et c'est leur technologie. Et ils ont un énorme défaut, hein, qui a un énorme impact dans le livre, c'est un peu des Américains. C'est-à-dire qu'ils ont ils parlent en mesure impériale. C'est-à-dire que bon, ils parlent pas en mètres 1 km. Donc tu as un peu de conversion à faire de temps en temps, genre un LISC, c'est un pied, donc c'est 0,3 mètres. Donc tu divises par 3 pour savoir à quelle distance on a vraiment. Après tu as les JAL qui font globalement 1 km, 1 km 200. Tu as les Anjal qui font 1200 km. Donc on parle rapidement en 1200 km, en mois de parcours. T'as beau rouler pas vite, en plus t'as de la distance, donc voilà. C'est pas exactement la porte à côté. Et, heureusement qu'on n'a pas que des humains un peu impérialistes et des fourmis géantes très impérialistes aussi, qui ont même des unités de mesure à l'américaine, on a aussi quand même une espèce pacifiste. On a les Suisses, la neutralité, la sagesse, donc les Suisses d'Aumale, ça s'appelle des Hodgkins. Les Hodgkins, c'est plutôt tranquille. Ça parle à peu près toutes les langues, c'est plutôt intelligent, c'est un peu stressé, hop, ça s'isole du monde extérieur, ça réfléchit, c'est vachement bien. Visuellement, c'est particulier, c'est-à-dire que t'imagines, c'est, bon, globalement, on va dire la taille d'un humain, sauf qu'il a les jambes à l'envers, c'est-à-dire qu'il a les genoux dans l'autre sens, qui plie pas dans le même sens que nous, et puis il a 6 bras, quoi. Hop. Et puis différentes tailles, histoire de pouvoir faire des activités différentes, d'avoir différents niveaux de force. Et puis aussi, il a 2 paires d'yeux, quoi. Mais sur des petites pédoncules comme ça. Et la peau, c'est comme sorte de petites écailles là, qui ressortent et qu'il faut suiler à se peindre, histoire que ça soit joli. Mais globalement, c'est eux qui font diplomates, sages, philosophes. Ouais, en gros, l'humain, c'est l'humain. Les Chill,
c'est des scientifiques, et puis les Hodgkins, eux, ils sont pour la paix, la communication entre les espèces, donc c'est heureusement qu'ils sont là, parce que ça aide un peu quand même à communiquer, et eux, évidemment, telle la Suisse, petit territoire, hein. Sur les 550, eux ils ont 50 Gaïa, ils ont 50 fois la Terre, c'est pas mal, mais on se rappelle, les Chill 300, donc petite mathématique, on a 50 pour les Hodgkins 300 pour les Chill, c'est-à-dire qu'on a 200 pour les humains, et du coup, baston. Et du coup, là, on a fait les trois espèces qui se partagent la grandeur, mais, on en a une quatrième. On a les Aesirs. L'Aesir, c'est une sorte de baleine, méduse géante de l'espace, qui vient faire un peu du business, parce que j'ai expliqué, il n'y a pas de métaux. Il n'y a pas de métaux, mais on a besoin de métaux pour faire pas mal de choses, comme, au hasard, une petite locomotive nucléaire. Bref. Et bah eux, c'est une espèce qui est capable de partir dans l'espace, d'aller sur les 2 petites planètes là qu'on a dit qui étaient piégées à l'intérieur, sortir des métaux et d'aller balader sur Omal en échange de trucs dont ils ont besoin pour bouffer. C'est plutôt intelligent, c'est plutôt calme, ça vient tous les 20 ans pour te livrer un peu du minerai, donc c'est sympa. Et après, on a des espèces subsidiaires. Parce que par exemple, les Hodgkins, on découvre à un moment une espèce de Hodgkins qui est capable de vivre dans l'espace. Donc voilà. Donc globalement, dans la grandeur, on se dit, on en a 3 principaux, une qui passe de temps en temps, d'autres des petites secondaires plus ou moins inconnues que personne n'a jamais croisées parce que c'est bien trop grand, et on est bon. Mais après, eh bien évidemment, il est évoqué que sur l'intégralité d'Omal, a priori, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de nombreuses autres espèces sur chaque grandeur, et des espèces qui pourraient être très différentes de ce qu'on imagine, très loin de l'anthropomorphie, très loin de métabolisme adapté à la pesanteur que l'on connaît. Parce que, mine de rien, quand tu as ta sphère qui tourne, et que c'est la force centrifuge qui te permet de tenir sur la surface, bah, ça tourne vachement moins vite au pôle, donc tu as moins de gravité. Enfin, tu as moins de gravité artificielle. Du coup, a priori, il y a peut-être une chance de croiser des espèces qui vivent bien à très faible gravité quand tu te retrouves vers les pôles. Voilà, tout simplement. Donc, plutôt sympa, plutôt un monde entier à découvrir. Alors là, normalement, si j'ai bien fait mon travail, si j'ai bien parlé, tu as envie de savoir ce qui se passe dans ce monde merveilleux et complexe, dans ce Big Dump Object qui est Omal à l'intérieur de cette sphère. Eh bien, tu as raison déjà, tu as raison d'avoir envie, mais pour te donner encore plus envie, je vais parler un peu de ce qui se passe dans les histoires. Alors, petite caractéristique de Laurent Agenfort, c'est un peu un côté à la Tolkien, c'est qu'il raconte des histoires qui se passent en voyageant. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un lieu qu'on regarde, il se passe des choses, les gens voyagent, et le voyage c'est un peu une excuse pour permettre aux protagonistes de se rencontrer, de se comprendre eux-mêmes, de se faire comprendre par les autres, et du coup de révéler leur histoire, et du coup, nous on est là et on profite de l'histoire un peu en même temps. Dans la première histoire de cette intégrale, donc ça s'appelle Omal, et dans Omal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un groupe de voyageurs qui ne se connaissent absolument pas. Donc on est au XVIe siècle de leur calendrier, ils sont ils sont un peu répartis dans Omal, et ils reçoivent plus ou moins une sorte de prophétie, d'invitation, de billets à voyager, bref, ils doivent se rendre à un endroit précis, ils ne se connaissent pas encore. Point commun, ils ont un billet pour se balader, et une coquille d'oiseau disparu, enfin d'œuf d'oiseau disparu, et voilà, tout le monde est parti, péripétie, on découvre un peu tout le monde, à la fin, est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'ils n'arrivent pas, est-ce qu'ils vont sauver la grandeur, est-ce qu'ils vont corriger des erreurs passées pour un futur bien plus joyeux, on sait pas. C'est pas gagné-gagné. Mais, petit point positif quand même, c'est que, je vous ai dit que ça se tapait sur la gueule, mais dans celui-là, pas trop. Parce qu'ils ont réussi au XVIe siècle à être un peu calme, à se dire, bon, finalement, se faire la paix, arrêter de se dézinguer, alors qu'on a une zone infinie sur laquelle s'étendre, c'est pas mal. Mais heureusement. Non, heureusement, c'est toujours sur le même. Hein. Les conquérants d'Omal. Les conquérants d'Omal, ça se passe un peu avant l'histoire d'Omal. Enfin, du premier. Les conquérants d'Omal, ça se passe au IXe siècle. Et là, par contre, ça se tape sur la gueule. Ça se tape
sévèrement sur la gueule. Et, petite particularité, cette fois-ci on ne suit pas un unique groupe. On en suit 3. Globalement, il y a un groupe on va dire une unité d'élite secrète de l'armée humaine qui essaie de préparer un petit plan histoire de changer la destinée de la guerre et de défoncer les Chill dans un conflit qui est un peu enterré, hein. C'est un peu la guerre des tranchées, on a allez, 14-18, et là ils ont trouvé une idée de fou pour changer les choses, donc hyper motivé. Après on a des cartographes, un petit groupe de cartographes qui se baladent comme ça et qui décident de cartographier, parce que bon, quand t'as de la surface, c'est quand même bien de savoir ce que t'as chez toi. Petit problème, c'est qu'ils font face à un cataclysme, hein, globalement. C'est une sorte d'air glaciaire localisé, mais qui se déplace, tu vois. Tu t'imagines quelques dizaines, centaines, peut-être milliers de kilomètres de glaciation en mouvement. Et eux, ils sont là au milieu, ils se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Donc il y a eux. Et les derniers, bon, ceux-là, ils sont beaucoup plus fixes. Ils se trouvent là, globalement, hein. Au niveau de la pyramide, hein. C'est des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs, donc, Chill, Humain et Hodgkins, pour essayer de... Oh là là, la paix, on s'entend bien, hein. Trop bien. Et est-ce que tout ça va réussir à se resynchroniser, à se regrouper et faire que l'avenir est plus radieux, ou au contraire, ah là là, vachement moins radieux, et ça va être la merde pour quelques siècles? Peut-être. Alors là, vraiment, peut-être que on n'est pas dans l'histoire qui finit bien bien. Mais au moins ils ont essayé. Et ça c'est bien. Alors globalement là si je t'ai pas donné envie, en plus sans te spoiler, si je t'ai pas donné envie, que avec l'univers ou avec les histoires, en plus j'ai évoqué Tolkien, je peux plus rien faire. Mais du coup mon avis sur ce livre, c'est que c'est pas mal, hein. On se fait plaisir, on rigole bien, on passe un bon moment, hein, on découvre un univers, on découvre des races, on découvre des cultures, on découvre des jeux, on découvre une économie, on découvre un peu de tout. Et ça vaut, allez, je pense un bon, je vais le mettre par là, ici, un 8 sur 10. Je pense que c'est un bon 8 sur 10. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein, quand on a un livre en 8 sur 10 avec une super histoire, vachement bien racontée, dans un nouveau décor, avec des nouvelles lumières, puis on part en librairie l'acheter, et puis on commente aussi, et on like. Et on s'abonne. Et on peut même mettre la petite cloche. Alors je le dis tout à la fin, donc a priori tu t'es déjà barré. Mais merci à toi pour ton soutien. Notre étape littéraire du jour et du mois arrive aujourd'hui à sa fin. Alors merci, à bientôt, salut!